Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast intitulé Sexisme invisible. Parce que le sexisme n'est pas une question de vie ou de mort pour nous, les hommes, il nous est parfois difficile de le déceler là où pourtant il s'imprègne férocement. Nous aborderons différents sujets que l'on catégorisera dans ce qu'on appellera des saisons, en les traitant sous tous les angles qu'il me semble pertinent. Chacun de ces angles fera l'objet d'un épisode à part entière, d'une durée de 5 à 15 minutes, que je publierai une fois par semaine chaque lundi à 7h30. Vous pourrez retrouver chacun des épisodes du podcast sur la chaîne YouTube Sexisme Invisible, partagé en différé une semaine après les sorties audio. Allez, jingle. Je suis pas du tout misogyne. Je suis pas du tout misogyne, alors là, j'interdis qu'on dise ça. D'apparence et de dehors, elles m'ont l'air parfaitement hystériques et mal baisées. Je ne suis pas votre secrétaire. La secrétaire de qui alors? Des femmes battues, il y en aura toujours. Personnellement, je bats pas la mienne, bien que parfois j'en ai envie. Pardon, je me suis encore perdu dans ton décolleté. Mais pourquoi on les aime pas, les féministes, déjà? Et nous commencerons dès que Thaïs sera allé nous faire 2 petits cafés. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sexisme Invisible, un podcast écrit et réalisé par Le Foilier et produit par La Brèche. Première saison, le sexisme invisible du sport professionnel, épisode 1, l'investissement financier dans le sport dit féminin. Ce n'est un secret pour personne, le sport dit féminin est largement moins valorisé que le sport dit masculin. Dans ce premier épisode, nous allons réfléchir ensemble aux conditions matérielles et structurelles entourant les sportifs professionnels hommes et femmes, qui conditionnent les premiers à l'excellence et les secondes à la débrouille. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Cette première saison qui est donc consacrée au sexisme invisible dans le sport professionnel, on va le diviser en 12 épisodes. Et le premier épisode, qui est consacré donc à l'investissement financier dans le sport féminin, il va pas tant concerner les salaires, les contrats de sponsoring et les primes, même si on va rapidement l'évoquer, ça va faire l'objet de l'épisode suivant. Il va plutôt concerner la différence qu'il y a entre l'investissement des fédérations dans les différentes structures qui peuvent exister au niveau des clubs sportifs pour les femmes, l'implication des différents diffuseurs, et vous allez voir qu'il y a quelques surprises à ce sujet-là. Et évidemment, comme il va falloir aussi introduire le sujet, on va être obligé de parler, quand même dans le détail, du rapport que les Français ont au sport féminin. Parce que pour le coup, il existe un grand nombre de sondages qui ont été réalisés sur des très gros panels de la population française qui montrent qu'il y a un certain engouement. On va évoquer beaucoup de choses dans cette saison. On va évoquer l'iconisation également des sportifs, qui est très différent de celui des sportives. On va évoquer la question du spectacle et de la spectacularité des sports dits féminins. On va se poser la question aussi de ce que ça veut dire sport féminin. C'est quelque chose qu'on entend assez souvent, qui est évidemment une dénomination sexiste, qui sous-entendrait qu'il existerait du handball masculin et du handball féminin, comme si c'était 2 sports différents. On parlera des pionnières dans le sport féminin, ça c'est assez important parce que ça ne s'est pas fait sans heurts, l'apparition des femmes dans le sport en général. Et on verra d'ailleurs dans cet épisode, ce sera le 6e, à quel point les hommes vivent la présence des femmes dans leur sport comme une intrusion. Et on a quelques exemples assez célèbres, qui ne sont très peu connus du grand public, mais qui se sont produits aux Jeux Olympiques, qui sont délicieux à raconter. On parlera également du niveau sportif, puisqu'il y a pas mal de préjugés à ce sujet-là. Des maltraitances que subissent les sportives, des VSS, bien évidemment, il faudra consacrer un épisode à ça. Du fait que les femmes restent avant tout aux yeux des hommes, même quand elles sont sportives de haut niveau, des corps sexués, pour ne pas dire des corps sexuels, et qui ne les conçoivent pas comme des sportives. Il y a une différence de perception des sportives et des sportifs qui est évidemment flagrante. On parlera des règles dans le sport, et on terminera sur la question de la maternité, qui est assez intéressante, et qui sera à mettre en parallèle avec les sportifs hommes qui, eux, ont des enfants. Et donc voilà, à propos de l'investissement dans le sport féminin. Il y a pas mal de choses à dire à ce sujet-là, et pour commencer, il faut quand même rappeler que le sport est pratiqué majoritairement plus par les hommes que par les femmes en France, mais que les différences, elles ne sont pas si importantes que ça. Le document qui me permet d'affirmer ce que je vais vous affirmer là, il provient de l'INJEP. Donc l'INJEP, c'est l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire, qui a rendu un très grand rapport en 2022, qui nous montre sous forme de pyramide des âges la proportion d'hommes et de femmes qui pratiquent un sport régulièrement. Ce qu'ils appellent régulièrement, c'est plus de 2 fois par semaine, en fonction de leur âge. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que chez les enfants, en dessous de 6 ans, il y a à peu près autant de garçons que de filles qui pratiquent du sport. Et les premières différences majeures arrivent autour de 10 ans, autour de l'âge de 10 ans. On estime qu'il y a 500 000 garçons qui pratiquent une activité sportive régulière pour 300 000 filles. Donc là déjà, on voit une différence qui est très marquée.
Et ensuite, cette différence, elle va continuer à se marquer à partir de 20 ans. Donc, autour de 20 ans, on compte 100 000 garçons qui pratiquent un sport régulièrement, contre à peu près 25 000 filles, qui a un rapport d'1 pour 4. Et ce rapport de 1 pour 4, il va se maintenir jusqu'à peu près 50 ans. Puis ensuite, il va se réduire un tout petit peu. Entre 50 ans et 70 ans, il y a à peu près 2 fois plus d'hommes que de femmes qui font du sport, 1,5 fois plus selon certaines tranches d'âge. Et au-delà de 80 ans, les hommes et les femmes pratiquent le sport de façon équitable. Donc on voit déjà que le sport est accessible aux femmes en France. Les femmes pratiquent une activité sportive régulièrement, un petit peu moins que les hommes, mais elles sont intéressées par le sport. Ce qu'on peut dire également qui est assez intéressant, c'est que dans les fédérations sportives françaises, les dirigeants sont majoritairement des hommes. On compte en France 115 fédérations sportives différentes qui représentent du coup 115 sports différents, et sur ces 115 fédérations, il n'y en a que 13 qui sont présidées par des femmes. Il y a évidemment un côté assez sexiste à ça, c'est-à-dire que les femmes sont présidentes de sports que l'on considère être des sports dits féminins, comme la gymnastique par exemple. Et 13 femmes qui sont à la tête de fédérations, sur les 115, ça n'a pas de sens. Vous avez certaines fédérations qui sont dirigées par d'anciens sportifs de haut niveau. Et étant donné que le sport de haut niveau a longtemps été réservé et l'apanage des hommes exclusivement, on peut éventuellement le comprendre, mais diriger une fédération sportive, ça nécessite des compétences, et pas particulièrement des compétences sportives. Loin de là, le fait qu'il n'y ait que 13 femmes parmi cette population-là est anormal, et montre que il y a toujours ce plafond de verre qui existe, et qui est un plafond de verre. Alors de temps en temps, vous entendrez des personnes dire les femmes s'autocensurent, elles s'interdisent certaines choses, mais les femmes s'interdisent pas grand-chose. Les hommes interdisent aux femmes d'accéder à certains postes. Et le jour où on verra une femme à la tête de la Fédération française de football, par exemple, on avancera. On sait ce qui se passe à la Fédération française de football, on sait tout ce qui est reproché à Noël Le Graët, en ce qui concerne sa gestion des affaires de pédocriminalité qu'il n'a pas gérées, qu'il a voulu mettre sous le tapis, les accusations de violences sexuelles à son encontre, etc. Et sa numéro 2 prendra jamais la tête de la FFF, on n'est pas idiot. Et en ce qui concerne l'encadrement des sportifs, l'encadrement administratif des sportifs, il n'y a que 20% de femmes qui occupent ces postes-là. Donc les femmes ne sont structurellement pas présentes dans les structures sportives en France. Et ça pose évidemment toute une série de questions, parce que encadrer administrativement un club, diriger un club, ça nécessite des compétences administratives, des compétences en finance, c'est-à-dire des compétences qui n'ont absolument aucune raison d'échoir exclusivement dans les mains des hommes. Donc on voit déjà ça, et ce qui est quand même assez curieux et assez agaçant à lire. C'est-à-dire qu'en 2024, on aura beau passer autant de lois qu'on voudra pour essayer de forcer un petit peu la parité. Chaque fédération sportive représente une entreprise à part entière, et ces entreprises sont sommées évidemment de respecter la parité, mais ne sont pas sommées de mettre à leur tête des femmes. Et le problème de ça, c'est qu'on pourrait considérer que ces 115 fédérations sportives représentent, entre guillemets, une sorte de grande entreprise française, l'entreprise du sport français. Et qu'à ce titre-là, on devrait retrouver sur ces 115 fédérations sportives la moitié de femmes qui les présideraient. Mais elles ne sont que 13, 13 sur 115, donc on est autour de 11%. On est sur un chiffre qui est extrêmement bas. En ce qui concerne le rapport que les Français ont au sport féminin, il est intéressant. Il est intéressant, et vous avez une étude qui avait été réalisée sur plusieurs dizaines de milliers de personnes en 2022 par Women's Sports, qui avait un petit peu interrogé la population française pour savoir quel était leur rapport à ça. Et on s'aperçoit que quand on demande à des Français et à des Françaises si on considère que le sport féminin a un bon esprit d'équipe, ils sont 59% à répondre qu'ils sont d'accord, 31% à répondre qu'ils sont tout à fait d'accord, ça fait 90% au total. Si on leur demande s'il est moderne, les gens répondent oui à 86%, s'il est éthique, oui à 85%, s'il a une bonne image, oui à 84%. S'il est suffisamment visible dans les médias, oui, à 35% seulement. Il n'y a que 25% des gens interrogés qui ont estimé que le sport féminin était suffisamment visible dans les médias. On va continuer à utiliser le terme sport féminin jusqu'à ce qu'on aborde l'épisode 5 sur la notion de sport féminin, et on abandonnera le terme à ce moment-là, vous comprendrez pourquoi. Ils ne sont que 10% à considérer que, oui, tout à fait, on est d'accord, le sport féminin est suffisamment visible. On leur a posé des questions en ce qui concernait le différentiel d'image favorable par rapport au sport féminin. Donc on leur a demandé de comparer le sport féminin avec le sport masculin. On leur a demandé si le sport féminin était aussi intéressant à regarder que le sport masculin. Et c'est assez surprenant, mais 71% des sondés ont répondu que oui, le sport féminin était aussi intéressant à regarder que le sport masculin. Si on leur demandait si le sport féminin avait un meilleur esprit d'équipe, allez comprendre pourquoi, la réponse a été oui à 71%. S'il a une meilleure image, oui à 58%.
S'il est plus moderne, 52%. Donc, on voit quoi ? On voit qu'il y a un certain intérêt de la population pour les sports dits féminins. Et cet intérêt-là, malheureusement, il n'est pas matérialisé dans le monde concret. Quand on s'intéresse aux marques, on ne va pas parler spécialement de sponsoring, ça on en parlera dans le 2e épisode. Quand on demande aux Français quelles sont les marques qui représentent des sportives, vous allez voir que là, déjà, il y a une énorme différence entre l'investissement des marques pour le sport féminin et l'intérêt des Français pour le sport féminin. Les Français citent spontanément en premier Adidas. 24% des Français considèrent qu'Adidas représente des sportives. 22% considèrent que Nike en représente, que ce sont des bons sponsors du sport féminin. Et puis la 3e marque citée, c'est une marque française, le Coq Sportif. Elle n'arrive qu'à 5%. C'est-à-dire que quand on demande aux Français est-ce que vous avez des idées de marques qui représentent bien le sport féminin, vous n'avez que 5% des Français qui répondent le Coq Sportif. Et quand on demande du coup aux Français s'ils pensent à des marques qui représentent le sport féminin, les 3 que je vous ai cités, Adidas, Nike et le Coq Sportif, sont les 3 qui sont sur le podium, les 3 les plus souvent cités. C'est-à-dire que 24% des Français estiment qu'Adidas représente les femmes, 22% des Français estiment que Nike représente des femmes sportives, et après, toutes les autres marques, les Français y pensent qu'à moins de 5% des cas. Alors, il y a une petite différence entre les faits et la réalité, parce que quand on regarde les communications du Coq Sportif, et qu'on voit s'il représente un petit peu des hommes et des femmes, on voit qu'il représente un petit peu plus d'hommes. Je suis allé sur leur site là tout à l'heure, mais on est très loin de 5%. Mais c'est pour dire que les marques n'ont pas encore pris le pas, n'ont pas encore insisté probablement sur les communications, leur communication pour mettre en avant le sport féminin. Et quand on voit que Decathlon n'est cité que dans 4% des cas, Decathlon c'est censé être un magasin qui vend des vêtements de sport pour absolument tous et toutes, hein. Tout le monde est concerné, vous avez des rayons hommes et des rayons femmes qui sont aussi grands les uns que les autres d'ailleurs. Dans la tête des Français ça ne sort que dans 4% des cas, ce qui montre bien que ces marques-là ont un problème d'image avec le sport féminin. Elles ont beau faire des efforts, on ne pense pas spontanément à ces marques-là. Quand on pense à des marques qui représentent le sport masculin, on pourrait en citer une dizaine en claquant des doigts comme ça, qui nous viendraient en tête. Et pour le sport féminin, quelque part, c'est un petit peu plus difficile de se représenter des marques qui ont l'air réellement de faire des efforts pour leur donner une bonne visibilité. Et ça, c'est à mettre en parallèle aussi avec un sondage qui était sorti et qui disait que 75% des Français estimaient que le sport féminin n'était pas assez visible dans les médias. Donc, il y a un décalage entre ce que la population attend, à savoir apparemment voir un petit peu plus de sport féminin à la télévision, et le fait que les marques aient un petit peu du mal à emboîter le pas. Un petit peu comme Monica Bellucci, peut-être un petit peu moins de poitrine, mais bon. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est de se dire que en termes de sponsoring, le sponsoring, ça ne parle pas, et quand je parle d'investissement, je ne parle pas que de sponsors financiers qu'on va donner directement aux athlètes. Je parle également d'investissements que des sponsors vont faire pour pouvoir donner de l'argent afin qu'une compétition puisse se produire. Je vous donne un exemple, parce qu'on va revenir dessus dans un instant, mais le Tour de France peut être organisé, ça coûte très très cher d'organiser le Tour de France, parce qu'il y a énormément de sponsors qui investissent de l'argent pour qu'on puisse les voir pendant le Tour de France. Cet argent-là, il le donne évidemment à la structure, à la Fédération française de cyclisme, il le donne à cette structure-là, qui ensuite le dépense pour pouvoir organiser les étapes, payer éventuellement un accompagnement médical nécessaire, les collations, l'organisation des podiums, fermer les routes, évidemment ça coûte de l'argent au département, etc. Et donc, quand on a d'un côté des Français qui disent nous on aimerait avoir plus de sport féminin à la télévision, et de l'autre côté vous avez une fédération comme la Fédération française de cyclisme qui organise un Tour de France absolument extrêmement coûteux pour les hommes. Et les femmes, vous allez me dire, parce que le Tour de France pour les femmes, figurez-vous qu'en fait ça n'existe pas. Alors ça a existé, il y a eu des éditions du Tour de France pour les femmes, il y en a eu une en 1955. Et d'ailleurs sur le podium, on avait une Française, troisième, Marie-Jeanne Donabédian. Et en fait, cette édition n'a jamais été réitérée, n'a jamais réellement été réitérée. Il y a eu quelques éditions entre 1984 et 1989. D'ailleurs, entre 87 et 89, il y a 3 éditions qui ont été remportées par Jeannie Longo, d'affilée, mais qui étaient extrêmement peu médiatisées, qui étaient organisées sur 5 ou 6 étapes seulement, et qui n'étaient pas passées à la télévision, qui avaient très peu de visibilité. Il a existé ensuite ce qu'on a appelé un tour de la CEE féminin, qui était une sorte de tour qui a été organisé 4 ans, uniquement entre 90 et 93. La première édition a été remportée par une Française, Catherine Marsal, encore des noms qui ne nous disent rien. Et en fait, c'était des sortes de préludes d'ouverture au Tour de France masculin, comme si, vous voyez, les femmes étaient là pour introduire le vrai spectacle. Le vrai spectacle, c'est les hommes qui sont sur des vélos. Et depuis, il n'y a pas de Tour de France féminin, ça n'existe pas.
il y a une fédération française de cyclisme dans laquelle on a des cyclistes hommes et des cyclistes femmes qui concourent dans des compétitions différentes, mais force est de constater que les compétitions de cyclisme, on va dire visibles, ne sont pas accessibles aux femmes. Il n'y a pas d'investissement de marque pour faire pression sur la Fédération française de cyclisme pour leur dire, en fait, et toutes les fédérations de cyclisme mondiales, pour dire en fait le Giro, la Vuelta, le Tour de France, on doit pouvoir les organiser également pour des femmes parce que c'est tout aussi intéressant à voir. Ça veut dire quoi en fait ? Ça a des conséquences matérielles évidentes. Ça veut dire que si vous êtes une femme et que vous décidez de faire du vélo et que par chance vous atteignez un stade professionnel, en fait, il va y avoir des retombées financières qui vont être évidemment bien moindres puisque les dotations des courses, on en parlera dans l'épisode suivant, dépendent également de l'investissement des marques dans votre tournoi. Roland Garros rétribue très correctement les vainqueurs et les vainqueuses du tournoi, on parlera des différences dans le prochain épisode, parce que vous avez des grandes marques comme LVMH qui mettent énormément d'argent pour se mettre en avant absolument partout, ça permet d'avoir des bonnes dotations. Donc quand vous remportez un Tour de France, quand vous êtes un homme, vous gagnez beaucoup d'argent. Quand vous remportez une course de cyclisme organisée par une fédération, il y a toujours de l'argent en jeu. Et quand vous êtes une femme, étant donné qu'il n'y a pas eu d'investissement qui a été fait dans l'organisation de la compétition, il n'y a pas de prize money, ou très peu. Et donc, ce manque d'investissement dans les compétitions féminines induit évidemment nécessairement le fait que non seulement les femmes ne sont pas visibles, on ne les voit pas à l'écran, et donc on n'imagine pas qu'on peut être une femme et qu'on peut être cycliste. Il y a quelques compétitions comme les Jeux Olympiques, où d'un seul coup on voit des sportives féminines, on va revenir sur cette hypocrisie-là d'ailleurs, puisque la France est la première à mettre en avant les vainqueurs et les vainqueuses des tournois aux Jeux Olympiques, des compétitions aux Jeux Olympiques, mais après quand il va s'agir d'investir de l'argent pour le sport féminin, il y a plus personne. Et donc voilà, ce paradoxe fait que lorsque vous voulez être sportif professionnel, eh bien dans la quasi-totalité des cas, étant donné qu'il n'y a pas eu d'investissement qui a été fait pour votre visibilité, vous avez un travail à côté, vous êtes obligé de travailler à côté. Et donc on voit immédiatement une injustice absolument fondamentale qui se crée entre le sport masculin et le sport féminin, qui est ça, c'est qu'il est beaucoup plus facile de se professionnaliser dans le sport masculin, et donc de se consacrer à 100% à son sport que dans le sport féminin. Et ça va créer des disparités évidemment de niveau qui vont se retrouver, et on en parlera dans le côté spectaculaire des sports féminins. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là, vraiment beaucoup à dire. Enfin, dans ce premier épisode, qui est un épisode d'introduction, je voudrais parler d'un autre sujet en ce qui concerne l'investissement dans le sport féminin. La majorité des mairies essayent petit à petit d'investir dans des structures sportives de rue, des structures urbaines, qui vont consister en des parcours du combattant, ce qu'on appelait les parcours du combattant dans les forêts, ou vous savez, des zones de street workout dans les rues. Et le problème en fait de ces structures ou des skateparks, c'est que elles sont pensées vraiment quasiment exclusivement pour des hommes, parce que ce sont des structures qui mettent en avant des sports qui sont des sports considérés dans notre imaginaire collectif comme des sports masculins. Et donc vous verrez très peu de femmes utiliser ces structures de street workout, puisqu'il y a peu de femmes qui pratiquent ce type de sport. De la même façon que vous en voyez assez peu sur les skateparks, vous en voyez assez peu sur les playgrounds de basket, que vous en voyez assez peu sur les terrains de football en extérieur, parce que ces structures sont pensées principalement pour mettre les hommes au sport. Et évidemment, la démarche est très positive parce que le sport a des vertus, et pratiquer un sport régulièrement, ne serait-ce que 15-20 minutes par jour, peut permettre d'augmenter l'espérance de vie de 5 à 10 ans selon le sport que vous allez pratiquer. Mais le problème, c'est que ces structures, elles sont pensées pour être des structures réservées aux hommes, parce qu'elles représentent des sports dans lesquels on retrouve une majorité d'hommes. Et évidemment, on pourrait penser à différentes choses qu'on pourrait mettre en place, comme structure urbaine pour permettre aux femmes d'y aller, mais l'autre chose, évidemment, qu'on est obligé de garder dans un coin de la tête, c'est que l'omniprésence de la culture du viol, du virilisme, de la masculinité, qui plus est dans les domaines du sport, fait qu'en général, une femme ne se sent pas nécessairement toujours à l'aise pour pratiquer du sport dans un milieu masculin. Je vais vous donner un exemple. J'ai repris la natation récemment, et donc je suis allé sur des forums pour me renseigner sur ce qu'il fallait que je fasse pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. Et je suis tombé sur une discussion assez intéressante d'une personne qui disait voilà, en fait j'ai été sportif professionnel avant et j'aimerais j'ai 27 ans et j'aimerais me remettre à la natation et j'aimerais éventuellement faire de la compétition, j'aimerais pouvoir faire 5 km en natation en tel temps et j'aimerais pouvoir améliorer un petit peu mon temps, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Et
qu'il y a des personnes qui disent bon bah voilà, qu'est-ce que tu fais de bien, qu'est-ce que tu fais de mal, et lui il répond, il dit bah je pense qu'il y a 2 choses que je fais de mal. Un, pour l'instant je ne fais pas de culbute quand j'arrive au bout d'une longueur, donc je touche et je repars et je gagnerai probablement du temps, et 2, j'économiserai probablement du temps si je ne prenais pas autant de plaisir à voir passer les sirènes autour de moi. C'est-à-dire que là vous avez un homme qui a été sportif apparemment de haut niveau, d'après ce qu'il dit, qui veut reprendre le sport et qui veut reprendre pour de la compétition, et qui vous dit, bah quand même à la piscine, c'est quand même pas désagréable de voir des femmes dans les maillots de bain, quoi. Et vous comprenez que tant qu'on n'a pas lutté structurellement contre cette notion de culture du viol, contre tous ces préceptes qui tendent à faire passer les corps féminins pour des corps sexuels avant d'être des corps qui leur appartiennent, des corps qui sont indépendants de toute opinion qu'on pourrait avoir dessus, qui devraient complètement échapper au contrôle masculin, on aura du mal à avancer. Et donc, toutes ces structures urbaines qui ont été développées, même si demain on essayait de créer des structures urbaines qui seraient adaptées aux femmes, qui représenteraient aussi les sports que les femmes pratiquent majoritairement, alors si ça vous intéresse d'ailleurs, j'ai cette information, les 3 fédérations qui comptent le plus d'adhérentes, c'est les fédérations de football, les fédérations de tennis et les fédérations d'équitation. Mais il y en a beaucoup d'autres dans lesquelles on retrouve beaucoup de femmes, les fédérations d'athlétisme, de gymnastique également bien sûr, de rugby, le rugby est en vogue chez les femmes, de natation, etc. Donc on pourrait envisager évidemment d'autres types de trucs. Donc vous comprenez ce que je veux dire, c'est que de toute façon on ne va pas pouvoir envisager le sujet là du sexisme un peu invisible dans le sport féminin si on ne garde pas en tête qu'il existe de toute façon une omniprésence de la domination masculine et du regard masculin qui pèse sur les corps des femmes dans l'espace public. Et donc pour ouvrir un petit peu le sujet sur le sexisme invisible dans le sport féminin, je voulais commencer à évoquer ces sujets-là, sur le fait que l'investissement dans le sport féminin, il est très très en retard à côté du regard que la population porte sur le sport dit féminin. Et on abandonnera la notion de sport féminin dans quelques épisodes, hein, bien sûr, mais je tiens à la garder au début pour essayer de marquer correctement mon propos. Vous avez une population qui voudrait voir plus de sport féminin à la télévision, et vous avez derrière des marques qui n'investissent rien dans les fédérations pour qu'on les voit à l'écran. Alors, il y a une petite exception, c'est le tennis dans les grands tournois, Roland-Garros en particulier, puisqu'il y a quand même des objets de marque à vendre aux femmes. Évidemment, les marques font du pinkwashing à tout va, mais il faut quand même financer Roland-Garros également le tournoi féminin, mais dans les autres sports, il y a un manque d'investissement financier qui est criant, à tel point que si vous voulez voir des matchs du championnat de France de première division de football, vous pouvez, si vous vous abonnez à certaines chaînes, mais vous ne verrez pas tous les matchs, vous verrez les matchs des grosses équipes, Lyon, Paris, le Paris Football Club bien sûr, mais si vous voulez voir des matchs de première division de handball et de basket féminin, bon courage. Ça devient beaucoup plus difficile. En revanche, si vous voulez voir tous les matchs du championnat de France de handball ou de basket, vous pouvez vous abonner à une chaîne et puis vous pouvez passer par des réseaux, on va dire légaux. Vous n'êtes pas obligé d'aller utiliser un boîtier pour pouvoir avoir accès à des chaînes un tout petit peu obscures. Le sport féminin n'est pas du tout représenté. Et ce manque d'investissement, il va se ressentir dans le niveau de performance des femmes. Ça, on en parlera un tout petit peu plus tard. Et donc voilà, je voulais absolument vous parler de ce sujet et je voulais vous l'introduire de cette façon-là. Manque d'investissement financier de la part des grandes marques, manque d'investissement financier également de la part des mairies qui font malheureusement que les structures urbaines de sport ne sont pas adaptées pour les femmes et sont désertées par les femmes. Et dans le prochain épisode, on va parler des salaires et des primes, puisque la différence de salaire et de primes que touchent les sportifs et les sportives de haut niveau explique énormément de choses, à la fois dans le fait qu'il y ait moins de vocation chez les femmes à faire du sport de haut niveau que chez les hommes, mais également dans le quotidien des sportifs et des sportives. Et ça, on en reparlera dans une semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pourrez retrouver ce podcast en différé sur la chaîne YouTube Sexisme Invisible à partir de lundi prochain. Ce podcast existe grâce à la Fédération La Brèche et grâce aux donateurs de la page Tipeee Le Fou Allié. Si vous souhaitez contribuer vous-même à la production de Sexisme Invisible, vous pouvez participer à son financement. On se retrouve lundi prochain, même heure, pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.